Bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Les salariés de la SNCM ne désarment pas. Ils se sont à nouveau mobilisés avec le soutien d'autres professions portuaires. Une manifestation symbolique devant les terrasses du port, le tout nouveau centre commercial de Marseille. La CGT a mobilisé ses troupes aujourd'hui dans toutes les grandes villes de France pour protester contre la politique du gouvernement. Beaucoup de mécontents dans le cortège, et notamment des élus comme le président du Conseil général de l'Hérault, furieux contre la réforme territoriale. Les dernières savonneries des Bouches-du-Rhône font front commun pour obtenir une appellation géographique contrôlée. Le savon de Marseille est l'un des produits français les plus contrefaits. Et puis c'est la plage la plus fréquentée de l'Hérault. Le Lido fait peau neuve et sera à nouveau accessible au public dès demain après 4 mois de travaux. On commence donc avec la grogne sociale et la nouvelle mobilisation des salariés de la SNCM. Ils étaient une centaine rassemblés entre 9h et 10h ce matin devant les terrasses du port, le nouveau complexe commercial de la Joliette à Marseille. Les marins ont pu compter sur le soutien des autres professions portuaires comme par exemple les dockers ou le personnel des chantiers navals. Les salariés de la SNCM sont en grève depuis mardi. Ils craignent un démantèlement de la compagnie. Écoutez. La SNCM représente 12% de notre activité. Donc la disparition de la SNCM pourrait faire disparaître cette activité qu'on a aujourd'hui et peut-être faire disparaître une entreprise de manutention qui opère aujourd'hui sur le port de Marseille. On est un peu surpris quand même de voir qu'ils ne respectent pas non plus leur signature, c'est-à-dire ce qui a été annoncé, signé dans des lettres venant entre autres de notre ministre, M. Cuvillier. Autre mobilisation aujourd'hui, ils étaient quelques milliers à défiler dans les rues de Marseille à l'appel de la CGT pour une journée d'action nationale. Autre cortège à Montpellier, cette fois avec près de 500 manifestants et parmi eux notamment les intermittents du spectacle qui continuent de se battre contre les accords UNEDIC du 22 mars. Une nouvelle convention chômage qui durcit leurs conditions d'indemnisation et qui a été validée par le gouvernement aujourd'hui. Il devrait entrer en vigueur au 1er juillet. Je dois faire un dossier en 10 mois, je suis indemnisée 8 mois. Donc faites le calcul sur l'année qui compte 12 mois. Je perds déjà 4 mois d'indemnisation. Et ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'ai 50 ans. Et je touche moins que ce que je touchais il y a 10 ans en termes de cachet et en termes d'indemnisation. Je n'ai pas d'ancienneté, je n'ai pas de retraite. Je n'ai pas droit à faire des emprunts. Voilà, donc cet accord va encore enfoncer le clou. Et dans ce cortège de mécontents qui a traversé la ville de Montpellier cet après-midi, il y avait aussi des agents territoriaux. Ces derniers s'inquiètent de la réforme territoriale fustigée par le président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon, mais aussi par André Vézinet. Le président du Conseil général de l'Hérault a défilé lui aussi pour manifester son opposition à la disparition programmée des départements. Quelle que soit mon appartenance philosophique et surtout politique, je suis membre du PS, je crois aux valeurs du Parti socialiste et du socialisme, mais là je ne peux pas partager le coup terrible que porte à la démocratie le gouvernement, son Premier ministre Manuel Valls, qui est pourtant un ami. Je le conteste et je ne suis pas d'accord. Et puis à propos de manifestations, toujours une autre, celle des avocats. Ils protestent contre l'aide juridictionnelle, un mouvement national suivi par plus de 80 avocats du barreau qui se sont rassemblés devant le tribunal de Nîmes pour dénoncer la réforme du financement de cette aide qui permet aux plus modestes de financer leurs frais d'avocat et de justice. Il y a plus de 9 millions de personnes en France qui ne peuvent accéder à la justice parce que leurs moyens ne leur permettent pas et qui ne le peuvent que grâce au système de l'aide juridictionnelle. Or, ce système de l'aide juridictionnelle est à bout de souffle puisque l'État se désengage complètement de ce service public. En bref, les chiffres du chômage pour le mois de mai sont tombés en fin d'après-midi et ils ne sont pas bons. Le nombre de demandeurs d'emploi progresse une nouvelle fois pour établir un nouveau record, plus 0,7% sur l'ensemble du pays. Des mauvais résultats aussi pour la région PACA avec une hausse de 0,8%. C'est pire pour le Languedoc-Roussillon avec plus 0,9% pour les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'exercent aucune activité. On passe maintenant au résumé de l'actualité de la journée dans le reste de la France. Florent Giroux. Il
Il est le principal suspect dans l'enquête sur la tuerie qui a fait 4 morts fin mai au musée juif de Bruxelles. Le franco-algérien Mehdi Nemmouche avait été arrêté le 30 mai à Marseille à sa descente d'un car en provenance de Belgique en possession d'armes. Le suspect est aujourd'hui écroué à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy dans les Yvelines. La cour d'appel de Versailles vient d'ordonner la remise de Mehdi Nemmouche à la Belgique, mais il entend se pourvoir en cassation contre cette décision, ce qui retardera sa remise. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France pour avoir refusé de reconnaître des enfants nés d'une mère porteuse aux États-Unis. Le gouvernement va ainsi devoir légiférer sur la reconnaissance des enfants nés d'une gestation par autrui. L'assurance maladie souhaite réduire les coûts tout en améliorant la qualité des soins. Alors que propose-t-elle? De mieux dépister le cancer du sein, limiter le recours aux IRM ou encore diminuer la durée des séjours en maternité. En France, une femme est hospitalisée en moyenne 4,2 jours contre 3 dans d'autres pays développés. Dans le cadre du plan d'économie de Manuel Valls de 50 milliards d'euros d'ici à 2017, 10 milliards doivent être trouvés dans la santé. Une mère et ses 2 filles de 5 et 11 ans ont été retrouvées mortes aujourd'hui dans une maison de Claville, une commune de l'Eure. Un homme et un jeune garçon étaient eux grièvement blessés. Selon le procureur de la République d'Évreux, le père de famille s'est accusé des faits. Quand les secours sont arrivés, il tenait ses filles dans ses bras. Il n'aurait pas supporté la séparation d'avec sa compagne. Le garçon de 15 ans a été transporté à l'hôpital dans un état grave. C'est l'un des produits français les plus contrefaits. Difficile de trouver du vrai savon de Marseille. Il ne reste que 4 savonneries dans les Bouches-du-Rhône. Des entreprises qui font front commun aujourd'hui pour que l'origine géographique de leurs produits soit identifiable. Ces professionnels attendent maintenant le décret d'application de la loi qui doit permettre enfin de protéger ce produit du terroir. Les explications au micro de Priscilla Reg. Le nom savon de Marseille n'est pas protégé. Et il est copié et contrefait depuis des décennies. Donc la majorité des savons que l'on trouve dans le commerce, qui comportent une étiquette savon de Marseille, n'en sont pas en réalité. Le savon de Marseille, tout le monde connaît, mais savoir qu'est-ce qu'il y a dans le savon de Marseille, qu'est-ce qu'un vrai savon de Marseille, le consommateur, il est perdu. Donc on a vraiment, nous, ce souci de transparence et de promotion de notre charte pour que justement les consommateurs apprennent aussi progressivement à reconnaître un vrai savon de Marseille. Et justement, on va maintenant s'arrêter quelques instants sur ce sujet. Vous vous demandez peut-être comment distinguer le vrai savon de Marseille du faux. Il y a certaines choses à savoir. Nous sommes allés à la savonnerie du Fer à Cheval à Marseille à la découverte d'un savoir-faire. C'est un reportage de Florence Giroux et Jennifer Chénier. Il sent bon et ses ingrédients sont naturels. Le savon de Marseille est fabriqué ici, à la savonnerie du Fer à Cheval. Traditionnellement cuit au chaudron durant toute une semaine, il requiert une attention toute particulière à laquelle s'adonne quotidiennement le maître des lieux. Les étapes principales, c'est incorporer de l'huile avec de la soude. Tout ça, ça fait une réaction chimique et ça fait une bonne pâte à savon. Et tout ça que je laisse cuire à peu près une bonne semaine. Ces nouveaux patrons rêvent de séduire les marchés internationaux et cela ne l'effraie pas, même après 32 ans de métier. C'est dur, au moins on se développe. Faire voir cette fois-ci que c'est à nous, aux Asiatiques, qu'on sait faire du savon. Depuis 6 mois, 2 repreneurs belges supervisent les plus de 120 tonnes de savon qui chaque mois laveront peau ou vêtements des consommateurs. Aujourd'hui, ils souhaitent revaloriser l'authentique savon de Marseille, âgé de 150 ans, mais tout est à revoir. Aujourd'hui, ici, jusque mi-2015, je dis que c'est d'investir dans le bâtiment, c'est de réparer les machines, c'est d'embaucher de nouveaux personnels, c'est de revoir un peu la matière de production, le packaging, la marque, le logo, il y a un énorme travail à faire. Ils veulent aussi obtenir une appellation protégée. 85% des savons dits de Marseille sont des contrefaçons. Un pari donc ambitieux, mais peut-être que demain, le savon de Marseille se fera une place dans les salles de bain du monde entier. C'est la plage la plus fréquentée de l'Hérault après 4 mois de travaux. Demain à midi, le nouvel aménagement du Lido entre Carnon et la Grande Motte ouvre au public. La route a été déplacée et plusieurs accès à la plage ont été aménagés, dont certains accessibles pour les personnes à mobilité réduite. À terme, 1000 places de parking vont être recréées. Et réaction au micro de Vincent Pereira pour midilibre.fr. Le chantier a été complètement autonome en termes de matériaux. La structure de l'ancienne route a servi à réaliser les parkings et le sable qui était à l'endroit des parkings a permis de reboucher l'ancienne route.
Donc on a sur les 2 km 200 du projet entre le Petit et le Grand Travers, on a réensablé entièrement l'emplacement de la RD 59 et on a également positionné des ganivelles qui devraient permettre à cet endroit de prolonger le cordon dunaire qui lui est existant côté plage. À Paris, il y a Paris-Plage et à Alès, il y a Alès-Plage. Forcément, le principe est le même, sauf que contrairement aux Parisiens, les Alésiens se baignent dans le fleuve le Gardon, un bain qui n'était pas concevable il y a encore quelques années et qui a été rendu possible depuis 4 ans grâce au traitement des eaux usées et à un contrôle accru de la qualité des eaux de baignade. Reportage Olivier Michel. Se baigner dans le Gardon d'Alès en plein cœur de ville n'était pas chose gagnée. Pourtant voilà 4 ans qu'Alès-Plage existe et que l'on y barbote avec plaisir. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est agréable et puis voilà, les enfants sont contents. C'est pas dans toutes les villes où on peut se baigner gratuitement comme ça. On peut autant se baigner que les petits tout pouvoir jouer dans le sable, c'est le top. C'est juste à côté de la ville, il n'y a pas de problème, non, c'est très bien. C'est très bien. On se croirait à Paris. Un enthousiasme qui n'est pas partagé par tous les Alésiens. Certains apprécient la bronzette, mais se risquent à peine à tremper le bout des pieds dans le Gardon. Non, parce que je crème beaucoup en fait. Et je sais pas. Pour moi, elle n'est pas propre l'eau en fait. Donc je mets mes pieds et je m'arrête là. Pourtant, des analyses sont réalisées quotidiennement par la ville. Tous les matins à 6h30, M. Ravel effectue 5 prélèvements d'échantillons d'eau. Ce prélèvement que je fais me permet de contrôler en laboratoire la qualité d'eau en matière de matière fécale présente dans la rivière. Je le complète via des analyses liées à des appareils de mesure, que sont les spectromètres de masse ou un appareil portable, et transmises à un laboratoire agréé qui me donne les résultats le lendemain pour attester de la bonne qualité de l'eau. Il vérifie également la vingtaine de déversoirs sur et en amont du site de baignade. Pour vérifier et attester qu'il n'y a pas eu de débordement d'eau usée dans la nuit, lié à un orage, une casse de réseau, une panne ou autre chose. Un autocontrôle de la municipalité auquel s'ajoutent ceux officiels de l'Agence régionale de santé qui effectue des contrôles inopinés une fois par semaine. Le premier prélèvement il a été réalisé le 11 juin, le résultat était moyen, mais c'est un résultat satisfaisant, donc on peut se baigner sans problème. Et on a fait un bilan sur l'ensemble des résultats des 3 dernières saisons. La qualité qui est obtenue, c'est bonne qualité. Suite aux orages de ce milieu de semaine, la baignade a été interdite ce jeudi 26 juin 2014, mais devrait être possible dès samedi pour l'inauguration d'Alès-Plage. Pour connaître quotidiennement la qualité de vos eaux de baignade, rendez-vous sur le baignade.santé.gouv.fr.